Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on est avec Thomas Joly pour parler du quai d'Angers. On va l'appeler dans quelques secondes. En attendant, on écoute I'm a Dog de la musique qui était dans Richard III. Il est là. Ah oui, c'est la fête chez toi, Renan. Bonjour. Ben bonjour. C'était le générique, c'est ça? C'est I'm a Dog. Oui, c'était le générique du live. Ah oui, d'accord, le générique du C'était live. comme un Oui, petit oui, générique, quoi. Très c'est bien. ça. Ben oui, écoute, on fait des génériques comme on peut, hein. Je vois, je vois. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va bien. Ouais. Donc, ça fait une semaine que tu es déconfiné comme tout le monde et tu es Mhm. déjà OK. Tu as Je suis repris le OK. chemin du bureau. Je suis aux OK. J'ai repris dès le jour du déconfinement. On a juste fait venir la direction pour bien mettre en place toutes les règles sanitaires dans le bâtiment. Et dès le lendemain, dès le 12, l'équipe a pu revenir par petits groupes. C'est un peu particulier pour toi parce que donc on a fermé le 13 mars les théâtres Mhm. et toi tu as pris tes fonctions pas longtemps avant. Le 1er janvier. Voilà, donc Ouais. tu as eu 2 mois, pendant 2 mois un théâtre ouvert qui a vite été fermé. C'est un peu compliqué, surtout que bon, quand on a un nouveau directeur comme ça qui est nommé, tu as pris la suite de Frédéric Bellé-Garcia. Mhm. On attend beaucoup de sa première saison, on attend beaucoup de ses premiers pas au théâtre, et là c'est un petit peu chaotique, non? Alors, oui, mais non, vraiment pas. Moi, je trouve que cette période de... Alors bon, d'abord, clairement, c'est quand même très triste d'avoir à fermer un théâtre le 16 mars, d'autant que moi, je revenais du Brésil, j'étais au festival de Sao Paulo, donc je suivais ça de loin et à peine remis les pieds en France, bah voilà, on ferme le théâtre. Évidemment, tout s'arrête, l'état de sidération. Évidemment, il y a eu un deuil. Évidemment, il y a eu un désarroi, il y a eu un dépit. Cette idée aussi que nous ne serions pas essentiels à la nation, il a fallu aussi quand même que moi je fasse avec ça dans mon esprit quand même. Et puis en fait, une fois ce premier temps passé, assez rapidement, je me suis dit, mais c'est peut-être certainement une occasion. Alors, bien sûr, la saison prévue, quoi en faire, lancer une présentation de saison, ma première dans ces conditions, etc. Bon, toutes ces questions-là, on se les a évidemment posées. Et puis assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, c'est certainement une période qui va nous permettre d'inventer, d'être vraiment tous au même niveau, c'est-à-dire dans l'équipe, tu vois, on ne sait pas comment faire avec un virus qui crée cette situation. Moi-même, je ne sais pas comment on fait. Personne ici ne sait comment on fait. Travaillons ensemble, réfléchissons ensemble à faire en sorte de jouer et déjouer presque même les contraintes qui nous sont imposées. Donc au départ, en fait, après la petite phase de deuil, il y a quand même eu beaucoup de jubilation, de stimulation, et même pour tout te dire, dans le projet que j'ai écrit pour le quai, il y avait d'endroits, plein de petites scories, on va dire, de l'institution. Je crache pas dans la soupe parce que j'en suis de l'institution et elle m'a fait et j'ai grandi en son sein, mais donc du coup je la connais bien aussi. Plein de détails comme ça que je voulais un peu réinterroger, re-questionner, qui étaient en cours de re-questionnement, mais dont je sentais que les questionnements seraient longs, qu'il fallait que ça se fasse, etc. Et tout à coup, ce virus nous mettant à l'endroit où on est, eh bien, ça permettait en fait de faire ces expérimentations très, très, beaucoup plus rapidement en fait. Ça s'est Euh, accéléré en fait pour toi, bah, en finalement. fait, en fait, ça a permis avec l'équipe de se poser plus vite les questions que je voulais qu'on se pose pendant la durée de mon mandat, en fait. Donc, du coup, c'est stimulant. Et je te donne un exemple. J'interroge la question de l'abonnement. J'ai l'impression que c'est une vraie. Voilà, j'avais envie d'interroger ça. C'est compliqué de changer un principe qui est institué comme ça depuis longtemps dans une maison avec un public qui est habitué à un fonctionnement, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut pas ne pas être trop brutal? Comment est-ce qu'on fait en sorte
de faire la chose avec souplesse. Donc ça prend du temps. Là, tout à coup, l'abonnement, par exemple, est clairement remis en question puisqu'on ne peut pas tellement Ouais. projeter des spectacles sur l'automne. Donc on ne peut pas non plus demander aux spectateurs de se projeter. Enfin, ça me semblerait bizarre de leur demander de se projeter aujourd'hui. La question des tarifs, de la tarification, la question du numérique, la question enfin, toutes ces questions-là, finalement, le virus les pose plus vite que je ne voulais y répondre. Voilà. Alors justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en question, effectivement, avec ce virus. Il y a une chose, en tout cas, qui a été réaffirmée par beaucoup de gens, par beaucoup de metteurs et metteuses en scène, par beaucoup de directeurs et directrices. Je l'ai vu un peu partout dans plein d'interviews, c'est que le théâtre, c'est du vivant pour des vivants dans un même espace. Ça a été la vraie réaffirmation. C'est-à-dire qu'on a eu plein de tentatives numériques et plein Mhm. d'approches, et tant mieux, ça a fait vivre les théâtres, ça a permis de continuer d'exister. Mhm. Ok, vous avez surtout diffusé les captations de tes spectacles avec la Compagnie des Indes, c'est bien ça. Mhm. Tout à fait. Et puis, tu as publié cette tribune tout début mai sur Facebook avec une belle anaphore sur ce que nous savons. Et ce que nous savons, au final, il en ressort que ce que nous savons, c'est qu'on veut du spectacle vivant et on veut des vivants pour des vivants. Comment ça va alors, on va pas parler tout de suite de l'avenir, mais comment tu veux le concrétiser, ça? C'est-à-dire, com- comment le vivant peut s'inscrire aujourd'hui dans un théâtre fermé? Alors, il y a plein de façons. D'abord, il faut regarder l'histoire, la grande et longue histoire du théâtre, qui est quand même 2500 ans, et qui est passée à travers des censures, à travers des épidémies, à travers des révolutions, à travers tout un tas de choses, et qui a toujours réussi à trouver son chemin à l'intérieur de ces contraintes-là. J'ai l'impression que cette période, cette situation est une contrainte et qu'il faut chercher le chemin pour passer à travers. Ce chemin, bon, j'ai quand même, on n'a pas parlé, mais il y a eu aussi ce moment sur mon balcon qui a été assez Ouais. déclencheur où un soir et vraiment de manière assez, pour le coup, un peu spontanée. Spontané avait quand même travaillé toute la journée pour présenter un truc à peu près potable et juste apprendre le texte en fait. Mais il y a eu quand même ce partage entre vivants, comme tu le dis, pendant 10 minutes. C'était juste 10 minutes, hein, mais ce partage entre vivants et cette adhésion, au-delà du partage et de la coprésence des corps dans un même endroit et en même moment, c'est aussi l'adhésion collective à une réalité imaginaire. C'est ça, surtout, qui m'a frappé, c'est à quel point, finalement, 10 minutes de Shakespeare avaient réuni et on avait pu se partager comme ça ce moment grâce à cette réalité imaginaire à laquelle on adhérait. Parce que tout le monde savait bien que Roméo n'était pas là et que mon conjoint n'était pas Juliette, bien que je l'aime fort, hein, mais voilà. Donc du coup, cette question de l'adhésion collective à une réalité imaginaire, elle peut se faire par mille façons. Alors il y a eu les captations, etc. Alors ça, c'est une possibilité, mais dans un théâtre fermé, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple déjà l'idée qu'on puisse, par exemple, faire des choses qui soient, comme je l'ai fait avec mon balcon, impromptues, surgissantes dans l'espace public, qui n'ont pas de rassemblement, mais qui permettent à un moment donné comme ça, il y a eu plein de courants d'agit-prop ou quoi, comme ça, de théâtre qui surgit, alors qu'on ne l'attend pas. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est tout ce qui peut s'inventer dans des lieux extérieurs mais fermés, où on puisse gérer le flux, gérer aussi les réservations pour pas créer comme ça, encore une fois, de rassemblement, mais où on peut, à l'extérieur, profiter, voilà, partager. Alors, avec peut-être 10, 20, 30, tout ça, je ne sais pas, en termes de jauge, on est vraiment encore au conditionnel. J'ai vu que les lieux de culte réouvraient. Je crois que alors c'est très étonnant qu'ils réouvrent avant les théâtres, je trouve, mais c'était quand même du théâtre. C'est quand même des gens assemblés qui en regardent un autre parler, et Ouais. d'ailleurs ils chantent tous ensemble, ce qui est peut-être encore plus dangereux. Euh, mais donc je me dis qu'on est quand même sur une voie qui semble bonne. La dernière possibilité, c'est dans le théâtre même, accueillir des spectateurs avec des règles évidemment qui soient bien sécures, quoi, peut-être des toutes petites jauges, et oui, certainement de mettre un peu de côté en attendant les grandes formes spectaculaires dont en plus moi je suis très friand, donc voilà, Bah oui. mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment de ça, pas tout de suite. Moi, par exemple, une des premières décisions que j'ai prises concernant la saison prochaine, c'est de reporter les très grandes formes qui demandent voilà, une grande jauge en face, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons simplement de collectif, enfin de partage
avec un grand nombre, avec le plus grand nombre, de les repousser à plus tard dans la saison. Mais ça, les grandes jauges, en plus, c'est vraiment ton truc parce que c'est au cœur de ton projet. Ton projet, c'est quand même de dire, je veux rendre le théâtre accessible au plus grand nombre. C'est la mission du service public Mhm, du théâtre. mhm, Et donc, ça implique des grandes jauges, beaucoup de représentations, mhm, avec des œuvres, avec beaucoup de personnages sur scène souvent quand même, puisque c'est mhm. le rendre les œuvres classiques. Et c'est vrai que d'un coup, tout ce projet, on se dit, bah, effectivement, oui, le théâtre va continuer, mais pour des petits groupes, Mhm. pour l'instant. Comment tu vas poursuivre ton projet, cette idée de rendre accessible tout ça au plus grand nombre avec cette contrainte? Alors, c'est l'une des vraies questions qu'il faut absolument se poser. Puisqu'on réduit les jauges, bon, la solution, c'est d'allonger les séries. Voilà, de mettre les spectacles plus longtemps. Ouais. Ça, c'est une première donnée. Et puis surtout, moi, je crois que c'est aussi une occasion assez inédite, enfin pas inédite, enfin si inédite, mais aussi unique, quoi, de réfléchir à la diversification et à l'élargissement du public. Je pense que du coup, nous autres artistes et maisons, on peut inventer des objets, je parlais des objets surgissants ou impromptus dans l'espace public, où on le fait, hein, bien sûr, tous les théâtres font toujours ce travail sur les territoires, etc. Mais peut-être il va falloir le pousser davantage. Peut-être il va falloir maintenant, puisque peut-être nous concentrer davantage sur ces objets-là, qui seront certainement finalement une occasion d'élargissement et de diversification. On a fait un petit calcul. Normalement, entre septembre et décembre, on devrait, normalement, au quai, vendre 26 000 billets. C'est comme ça que ça se passe au quai. Ça, c'était la prévision avant le coronavirus. C'est ce qui se passe, ouais, à peu près en moyenne chaque année au quai. Bon, là, avec tout ce qu'on a commencé à mettre en place et qui évidemment reste au conditionnel, hein, on est à 17 000 billets, malgré tout. Donc, on est moins, c'est sûr, mais on a quand même de la jauge. On a quand même des spectateurs et des spectatrices qui peuvent assister à des choses. Et je ne compte pas là-dedans tout ce qui aura lieu dans les En espaces dehors. publics et en dehors. Voilà. Ça, c'est Et de uniquement manière ce qui est sur gratuite. réservation et qui aura lieu Voilà. dans les espaces du théâtre avec une réservation, un achat de billets, etc. Exactement. L'autre chose aussi, c'est que plus les artistes restent sur les territoires, plus ils peuvent être actifs sur ces territoires et travailler avec les spectateurs, les spectatrices ou les publics en fait, en règle générale. Donc ça, c'est aussi une autre donnée, c'est-à-dire qu'effectivement, si on passe 2 jours dans les villes en tournée, on peut pas faire ce genre de choses. Là, on pourra le faire, peut-être davantage en fait. Donc, tu vas privilégier aussi un travail vraiment territorial dans un premier temps avant Euh, de faire bah, venir des gros spectacles en tournée. de toute façon, on n'a pas le droit de faire plus de 100 km pour l'instant. Oui. C'est pour l'instant. Mais oui, je pense que c'est aussi une occasion de travailler à l'échelle du territoire, ouais, complètement. Attention, hein, je dis pas tous les centres dramatiques, tous les théâtres, toutes les scènes nationales, enfin bref, font ce travail au quotidien toute l'année, Oui, hein. oui. Et simplement là, il faut peut-être se concentrer davantage, il me semble en tout cas là-dessus, et c'est aussi sur les équipes régionales et sur le territoire, tout simplement. Oui, oui, c'est toujours un équilibre entre la diffusion de grands C'est ça. spectacles au niveau national et un travail sur le territoire. Mm, mm, Tu mm. as vaguement abordé la question économique avec les grandes jauges. On va l'aborder un peu plus en détail. Mhm. C'est un peu l'objet de ces interviews. On va essayer de faire un peu le tour des CDN, voir comment ça fonctionne, puisque chaque Là donc, CDN a une fonction bien particulière. ouais, ouais. Mhm. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez voir en replay les interviews de David Bobet et Arnaud Meunier sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Ça, c'est la partie Promo. promo. Alors, donc, au CDN d'Angers, alors il y a le modèle économique d'avant, celui que tu as récupéré, la répartition d'avant, et puis celle vers laquelle tu tends. On schématise rapidement, donc, à chaque fois je le redis, les entrées d'argent, d'un côté la subvention, qui est souvent très importante pour les CDN, et puis ensuite les recettes propres en 3 catégories, la billetterie, c'est-à-dire quand on achète une place de spectacle en tant que spectateur dans le lieu, la vente des spectacles en tournée qui sont produits par le CDN, et puis le mécénat s'il y en a. C'est ça. Et on peut rajouter à cela la location des espaces, parce qu'au on a des grands espaces qu'on Ouais, peut aussi, voilà. dans le mécénat, ça, privatisation, D'accord. mécénat. Et nous, on a aussi le statut d'hébergeur du restaurant sur le toit terrasse. Faut que tu viennes voir un jour quand même sur le toit Ben, il faut terrasse. m'inviter. Et le CNDC. Voilà. Donc effectivement, on a quelques autres ressources encore par rapport à celle-ci. Alors, et puis ensuite on a les dépenses.
Donc les dépenses fixes, Mhm. la masse salariale, le théâtre, les fluides qui sont liés au lieu, tout simplement. Et puis les dépenses liées à l'activité. Donc là, c'est quand il y a des spectacles avec tous les frais qu'on engage pour des intermittents, par exemple, mais aussi l'achat de spectacles, etc. Mhm. Et le personnel lié à l'activité, en tout cas. Aujourd'hui, donc là, toujours pas de reprise des spectacles, donc les recettes propres sont très très basses. Bah, zéro. Zéro, complètement zéro. Ah oui. On va, là, il y a la question des remboursements des billets, alors on va voir comment ça va se passer. Mais on n'a vendu aucun billet depuis le mois de mars. En tout cas, entre mars et juin, il y a zéro recette, enfin, zéro billetterie. Et alors justement, ces recettes propres, ça représente quoi dans l'économie du CDN? Alors, en gros, le CDN est équilibré avec 70% de subventions et une entre 70 et 80, ça dépend des années, entre 20 et Ouais, 30% de recettes propres, 70-80 de subventions. Après, dans le budget des dépenses, c'est 55% lié aux charges fixes, salaires, bâtiments, etc. Et 45% en artistique. et est-ce que tu as maintenu dans les dépenses l'achat des spectacles prévus ou tu as Mhm. reporté? Bah, d'abord, toutes les compagnies ont été payées, tous les contrats qui étaient, en fait, on a annulé, mais on a honoré tous les contrats, aussi des actions culturelles. On a aussi, sans demander aux lieux qui accueillaient nos productions, payé les artistes et techniciens de nos productions en tournée, Ok. sans demander aux lieux, voilà. On a donc pour l'instant tout ça, ça a été la Donc ça, c'est un peu gestion. ce que nous décrivait David lors de la première interview, c'est que le circuit financier de la vente des spectacles entre CDN, Hmm, il est quasiment maintenu, parce que quasiment tout le monde a joué le jeu de ouais. payer et au final, tout le monde s'y retrouve. La subvention circule comme prévu finalement. Franchement, tout ça a été fait en super intelligence, je trouve, et enfin, c'est heureux en fait que ce soit fait comme ça. Et en même temps, c'est assez normal. Moi, j'ai envie de dire heureusement parce que voilà, nos budgets étaient enfin, on avait fait ces prévisions de budget, on avait ces subventions qui ont été assurées. Donc, après tout, c'était déjà engagé pour être dépensé. Voilà. Ce qui est dommage, en fait, c'est que cet argent soit dépensé et qu'il n'y ait pas de finalité pour le public. Ça, on peut évidemment le déplorer, mais ça, personne n'y est pour rien. Ouais. Et au niveau interne, ça a été quoi ta politique économique pour Bah, les frais pareil, liés au lieu? pareil, on a pas, donc on a gardé les salaires à 100% pour toute l'équipe en modulation basse. On n'a pas fait appel au chômage partiel parce que ça nous semblait être aussi un peu un moyen d'être solidaire, c'est-à-dire on recevait déjà cette subvention qui assurait la bonne marche de la maison, qu'on n'allait pas demander une double ration. Ok. Ça nous a semblé voilà la bonne posture. De même pour les hôtes d'accueil, les hôtesses d'accueil. Voilà, ça a été maintenu comme ça. Donc aujourd'hui, économiquement, En fait, malgré tout, aujourd'hui, économiquement, en fait, c'est assez, assez blanc. C'est-à-dire que entre ce qu'on devait recevoir et ce qu'on n'a pas reçu de billetterie ou les annulations des spectacles en tournée ou ce genre de choses, et la fermeture du bâtiment, les économies des fluides, voilà, de tout ce qui fait la vie du théâtre quotidiennement, du tome, ce qu'on appelle le tome, et ben en fait, on est plutôt assez équilibré. ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et j'ai l'impression, c'était le troisième directeur à nous annoncer que économiquement finalement ça va et que la saison prochaine pourra se passer plutôt bien Alors, si on alors, peut à recommencer en septembre normalement. c'est ça, si on peut, si on peut avoir du public en fait, parce que là, la vraie question, elle est celle-ci, parce que oui, enfin, ça va bien. Après, évidemment, en ressources propres, la billetterie fait quand même partie aussi de rentre dans nos projections et nous permet d'inventer des saisons aussi, de faire des projections de jauge. Mais tu vois, j'arrête pas de dire le mot projection. Et ben, c'est bien fait pour notre pomme. Voilà, à mon avis, c'est vraiment ça. C'est qu'on n'arrête pas de projeter tout le temps, et là, on peut plus. Ne serait-ce que même nous-mêmes, nous, dans nos esprits, on a un peu du mal à projeter nos vacances, on a du mal à projeter nos relations, nos déplacements et tout ça. Bah, les maisons, c'est pareil, elles ont du mal à projeter. Moi, j'ai du mal à projeter l'automne. C'est pour ça que ce que je projetais par contre très bien, c'est que pour moi, il était hors de question que le théâtre reste fermé pendant 7 mois. Je trouvais ça vraiment d'une tristesse folle. Parce qu'en plus de ça, à Angers, le festival d'Anjou a été annulé.
Temporive, qui est un festival de musique sur les bords de la Maine, trop bien, trop beau, a été annulé. Les Accroche-Cœurs, festival de théâtre de rue, a été annulé. Donc ça veut dire qu'à Angers, aujourd'hui, depuis mars, et donc peut-être si on ouvrait qu'en septembre, il n'y aurait aucune culture vivante partagée. Et moi, ça me semble difficile. Alors après, personne ne me l'a demandé, hein, mais c'est mon, je sais pas, une espèce de sens de, je sais pas, du service public ou j'en sais rien, de pouvoir quand même, malgré tout, proposer certaines choses. Voilà. Ben, l'envie tient du théâtre. Je viens de voir une question passer de Lumix50 qui me dit donc en fait, spectateur ou pas, ça ne change rien. Mais c'est vrai qu'économiquement, et Si ça change. bah, c'est tout l'intérêt des lieux subventionnés, c'est qu'effectivement, économiquement, oui, ça peut ne pas changer grand-chose, mais, euh, mais ça change toute la dimension et tout le projet. Oui, et puis même si on a, comment dire, les ressources propres sont, parce que bien sûr la subvention permet de faire, d'avoir une marge artistique une fois que tous les frais de fonctionnement et de salaire, etc., liés à la maison sont comptabilisés. On a eu ce qu'on appelle une marge artistique. Cette marge artistique, elle est euh, grossie, grandie par les ressources propres et notamment la billetterie. Donc plus on a cette marge artistique qui grandit, plus on peut proposer des choses au public. Après, c'est tout un équilibre, bien sûr, mais l'idée n'est pas de faire de l'argent de toute façon. Oui. Par contre, l'idée est de faire du partage, du théâtre, d'être ensemble. Et alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'UMIX 50, spectateur ou pas spectateur. Non, franchement, il n'y a pas de spectateur depuis le mois de mars et on est très triste, hein, vraiment. Oui, oui, il y avait un petit emoji un peu cynique qui allait avec. Non, non. Donc toi, tu défends le spectacle Corona compatible. C'est toi qui l'as inventé ce terme? Ouais, j'aurais dû le déposer. Non, non, bah oui, ça, Carrément, mais oui. en fait, c'était parce en réunion de direction, j'arrêtais pas de dire non, mais est-ce que c'est Corona compatible? Est-ce que c'est Corona compatible? Et à un moment donné, je me suis dit bon, en fait, effectivement, il faut que ce soit, il faudrait inventer cette notion de théâtre Corona compatible. Et quand je dis ça, j'ai pas du tout envie de dire maintenant je fais, j'intègre le virus dans mon esprit. Non, il faut qu'on s'en débarrasse, vraiment, il faut qu'on s'en débarrasse. En attendant, comment est-ce qu'on peut compter avec lui? Et alors justement, est-ce que ça a repris la création artistique? Est-ce que les répétitions qui étaient prévues ont pu reprendre? Là, on voit que quelques répétitions ont repris ça et là. On commence à recevoir des infos Mhm. pour nous montrer que ça y est, la création est repartie. Est-ce que OK, ça a repris? Ça va reprendre au mois de juin. Il y a des équipes qui vont arriver en résidence au mois de juin. Moi-même, je vais me mettre du coup, en répétition au mois de juin. Mais là, tout de suite, à l'heure où on se parle, non, il n'y a pas encore de répétitions qui ont repris tout de suite. Alors attends, là, c'est un peu un scoop parce que toi-même, tu avais annoncé que tu n'aurais pas de création en première année. Eh ouais, non, non, je l'ai dit dans le texte, hein. C'est pas vraiment un scoop, mais effectivement, bon, alors, alors, il y a eu d'abord tout le fait que, enfin, tous les effets dominos aussi de cette période. Oui, Starmania a été décalé. Starmania prenait beaucoup de place, hein, dans mon année, ce qui était prévu depuis longue date. Donc, Starmania a été décalé d'un an et reprendra, la première étant maintenant en novembre 21. Je me retrouve donc, et d'ailleurs, c'est assez heureux, avec une grande plage de disponibilité jusqu'au mois d'octobre. Les annulations des opéras Macbeth Underworld à Paris et à Rouen, la reprise de Fantasio à Zagreb qui a été annulée également, la tournée d'Arlequin qui a été annulée, la fin de la tournée du Jardin de Silence qui a été annulée, font que tout à coup j'ai beaucoup de temps. Et j'ai aussi, je me suis dit, je mets moi-même la main à la pâte et je vais proposer du coup dans cette période-là moi-même un spectacle avec l'équipe du Quai, fait maison, dans l'urgence. Mais ça, urgence ne veut pas dire que ce ne sera pas très bien fait. Et donc, effectivement, je commence des répétitions, si on a le droit d'ouvrir, etc., à partir du 15 juin. d'accord. Et tout ça, du coup, on va le savoir quand? Est-ce que, enfin, tu sais pas toi non plus, j'imagine, puisque tu ne sais pas dans quelle mesure tu pourras faire et que tu avances à Non, tâtons, mais j'avance à tâtons et justement la question derrière cette question-là, ce qui se dit, c'est la question de la communication. Et ça, c'est passionnant. Et d'ailleurs, j'ai dans 7 minutes une réunion avec le service com, justement pour comment est-ce qu'on va communiquer dans cette période-là avec d'autres façons de communiquer que celles qui sont instituées. Par exemple, moi, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de plaquettes qui sortiraient. Il n'y en aura pas, par contre, tout le temps
que cette situation durera et jusqu'à ce qu'on y voit à peu près plus clair dans une projection plus longue du temps, alors là, on sortira une plaquette, mais jusque-là, il faut inventer un nouveau moyen de communication avec les publics. Alors, bien sûr, le numérique et tout ça, les réseaux sociaux, etc., mais aussi en papier. Donc, en papier, ce serait plutôt l'idée de partir sur une espèce de fanzine, magazine, mensuel, qui donnerait une programmation surprise chaque mois. En fait, on est dans une temporalité, tu sais. Quelque chose aussi qui va nous intéresser avec cette période de Covid, on va avoir plein d'expériences, certaines vont être complètement désastreuses et ratées, d'autres vont être à mon avis assez pertinentes. Par exemple, la temporalité des programmations. Il est aujourd'hui peut-être à remettre en question le fait de vouloir voir un spectacle dans 8 mois, vraiment. Et peut-être que faire une communication qui, le premier du mois sort jusqu'à la fin du mois et on se dit, tiens, le 12, je vais le voir, moi j'y vais le 13 et toi, moi j'y vais le 12 aussi, etc. Bon, peut-être aussi va redonner une autre façon d'aller au théâtre, de projeter sa venue au théâtre. On est, à mon avis, entre deux générations et il faut penser aux deux. Il y en a qui ont l'habitude de se projeter de loin dans le temps, d'autres qui apprennent le matin même qu'elles veulent voir un spectacle le soir. Ou qui ont envie de voir qui ont l'envie le matin de voir un spectacle le soir. Donc voilà, on va voir comment tout ça prend, même simplement jouer l'été à Angers, parce que l'idée est de commencer à partir du 15 juillet à peut-être proposer des choses théâtrales. Pour l'instant, jamais le théâtre n'avait été ouvert l'été. Pour une raison qui est, les gens sont en vacances, oui, mais en vacances ne veut pas forcément dire qu'ils n'aient pas envie de voir du théâtre. Donc peut-être qu'il y a un public estival à Angers qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir grâce aussi à cette situation. Mais est-ce que tu crois que cette projection, elle n'est pas aussi liée au fait que, c'est lié à l'économie du théâtre, c'est-à-dire qu'un spectacle va être joué beaucoup de dates à Paris, par exemple, et puis les critiques vont sortir. Et forcément, tout le réseau CDN, donc toutes les populations qui habitent autour de chaque CDN, va à ce moment-là vouloir se projeter, elle, sur ce spectacle-là, qu'elle ne pourra voir que dans 3, 4, 6, 12 mois parfois. Ouais, tu as raison, il y a toute une partie du public qui fonctionne comme ça, avec lecture des journaux, des critiques, avec connaissance un peu des sorties de spectacles et de leur tournée et tout ça, et puis d'autres qui en fait sont beaucoup plus dans une immédiateté. Et je pense qu'il faut réussir à allier les deux. De toute façon, dans le projet du Quai, il y avait déjà l'idée de 2 saisons qui étaient conjointes, l'une au très long cours, permettant d'intégrer tout ce que tu dis là de spectacle, voilà, et une autre beaucoup plus spontanée, ce que j'ai appelé la saison mitoyenne, la grosse saison, la saison mitoyenne, qui était ça faisait partie de il y avait des spectacles, etc., mais qui était beaucoup plus réactive, spontanée, pour justement toute une catégorie de personnes qui, non, ne lisent pas les critiques, non, ne savent pas forcément quel spectacle est en train de sortir, mais par contre, entendre parler d'un spectacle, je te dis, le mardi et ont envie de le voir le mercredi. Voilà. Bien, ça fait presque 30 minutes qu'on parle économie Déjà. du théâtre. Déjà. On va te laisser partir en réunion de com. Exactement. Prépare bien cette rentrée qui aura lieu soit cet été, soit en septembre, soit en 2021 peut-être, on ne sait pas. Non, surtout pas, le plus vite possible. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Ronan. Merci. Et donc, tu as encore maintenant, si je compte bien, 36, 35 autres interviews à faire, alors. On va pas faire tout le monde. J'ai pas cette capacité physique. D'accord, très bien. Écoute, merci de m'avoir proposé et d'avoir permis d'échanger un peu sur ce que nous sommes en train d'inventer ici. Merci à toi Thomas, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve sur YouTube pour voir le replay, revoir toutes les autres interviews en replay, puis plein d'autres vidéos avec Thomas, notamment l'interview Quel spectateur es-tu, qui est dans le blockbuster des interviews. Et il y a un filtre d'ailleurs maintenant. Mais oui, et on peut pas l'utiliser. On peut pas l'utiliser ici. Je suis dégoûté. En live, mais on peut l'utiliser sur Instagram. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de mettre n'importe quoi comme filtre. Oui, on peut l'utiliser sur Instagram. Ok. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Renan, et à bientôt. Ciao. Salut. Take it.